Le débrief éco du dimanche soir, c'est en partenariat avec le Cercle des économistes. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Alors on va parler de Peugeot. Peugeot qui lorgne du côté d'Opel, la filiale européenne de l'américain General Motors. On va dire que c'est le feuilleton industriel de la semaine. Oui. On verra tout à l'heure si c'est bien réaliste tout ça. Mais d'abord, je voudrais qu'on évoque le programme économique d'Emmanuel Macron. Jusqu'à là, on lui reprochait de rester dans le flou. Cette semaine, il a été beaucoup plus précis. Oui, alors impôt, travail, plan d'investissement, fini les saupoudrages de mesures, place à la clarification. Le candidat promet 60 milliards d'euros d'économies pendant son quinquennat, tout en restant quand même dans l'épure des fameux 3% de déficit public par rapport au PIB. Alors quid de la grande réforme fiscale que l'on évoque? Moins de fonctionnaires et économies sur l'assurance maladie. Les ambitions d'Emmanuel Macron sont-elles à la hauteur des enjeux pour la France? Et puis ses objectifs budgétaires, surtout, sont-ils tenables? Programme réaliste ou pas? Pour en débattre ce soir, Philippe Aghion du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi professeur au Collège de France et à Harvard. Et face à vous, Marc-Olivier Padis. Bonsoir. Bonsoir. Directeur des études de Terra Nova. On va écouter Emmanuel Macron justement sur l'une des mesures de son programme, l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des foyers français. Toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui payent beaucoup de taxes d'habitation. Ils en payent plus que s'ils habitent dans les métropoles, bien souvent. La mesure que je compte prendre, c'est une mesure qui ne coûte rien aux collectivités locales. L'État exonérera 80% de celles et ceux qui le payent. Comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui pour les ménages très pauvres. Philippe Aghion, l'exonération de la taxe d'habitation, c'est ce qui a fait réagir tout de suite l'Association des maires de France. Ça représente 10 milliards d'euros tout de même. Et le problème, c'est que qui va payer? Alors Emmanuel Macron dit que cet argent, ce manque à gagner sera compensé. On va dire que les maires ont du mal à le croire. Oui, ça, tout à fait, puisque les collectivités locales seront intégralement compensées pour les pertes de revenus. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Absolument, et c'est le Trésor public donc, qui va... Voilà, et donc ça sera levé par l'impôt que tous les Français paieront. Alors, donc c'est plutôt une bonne mesure. Donc je pense que c'est une mesure très juste parce qu'il y a en fait, il y a par exemple des gens qui habitent à Paris dans des quartiers chics de Paris et comme c'est des vieux immeubles, en fait, qu'on ne sait pas évaluer les immeubles, donc en fait ils payent moins de taxes d'habitation que dans des banlieues, des gens qui habitent des endroits beaucoup moins cotés que ces endroits dans Paris qui payent plus de taxes d'habitation. Donc c'était quelque chose de totalement injuste et donc il fallait absolument rétablir ça. Alors donc, on précisera, Philippe Aghion, que vous avez rejoint en tant que référent l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, il faut le préciser quand même, pour la clarté auprès de nos auditeurs, ce qui n'empêche que vous avez un regard effectivement sur cette politique aussi peut-être critique, on va le voir. Marc-Olivier Padis, est-ce que ce programme d'Emmanuel Macron, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est à la hauteur vraiment des enjeux liés à la situation de la France aujourd'hui ? Oui, moi je trouve qu'il apporte une double rupture intéressante et après j'ai deux interrogations. Alors la double rupture intéressante, c'est que d'abord il ne rentre pas dans cette perspective d'une thérapie de choc qui est celle de François Fillon en disant en 3 mois il faut couper absolument de façon drastique les dépenses, les fonctionnaires, etc. Il présente des chiffres qui sont extrêmement réalistes. D'ailleurs les chiffres sur les prévisions de croissance, tout ça est très bien pesé, donc très réaliste. Et deuxième rupture par rapport aux autres candidats, c'est qu'il s'inscrit dans la perspective européenne. Et ça me semble quand même très important de respecter les engagements de la France. Ma double interrogation, moi, elle est plutôt sur le fait qu'on voit bien que le pilotage macroéconomique, conjoncturel est bien vu. La question, c'est quelle est la perspective économique de fond? C'est-à-dire vers quelle économie nous allons? Il est question de la transition nécessaire de notre modèle de croissance dans les propos d'Emmanuel Macron, mais il en parle à propos du financement qu'il veut lui consacrer et pas tellement à propos de la perspective d'ensemble qu'il veut donner. Et ma deuxième petite question juste là-dessus, c'est que justement il y a un débat qui a été ouvert en termes de perspective générale sur l'économie. C'est le débat qu'a ouvert Benoît Hamon sur l'avenir du travail avec la révolution numérique. Est-ce qu'on va rester dans des zones d'emploi accessibles, etc. Donc quel est un peu le discours par rapport à ces deux grands problèmes généraux? Philippe Aghion, sur ce point, voilà, parce que là, Marc-Olivier Padis vous interpelle directement. Tout à fait. Écoutez, l'idée qui sous-tend le programme de Macron, c'est de dire, voilà, la France, en gros, on avait une croissance basée sur le rattrapage pendant les 30 Glorieuses. Et maintenant, le rattrapage, avec la mondialisation, est fait par les pays émergents, essentiellement. Nous n'avons pas d'autre choix que de croître par l'innovation et d'aller de plus en plus vers une innovation verte, vers la qualité. Et la France est restée à mi-chemin dans cette transition. Donc l'idée, c'est de faire cette transition. Pour faire
cette transition, eh bien, vous devez dynamiser les marchés, vous devez avoir des marchés du travail, des marchés des biens et services beaucoup plus dynamiques que nous avons, vous devez avoir un système d'éducation et d'enseignement supérieur beaucoup plus performant. Et une fiscalité aussi. Et après, vous devez réformer l'État et la fiscalité. Alors, comment on a fait cette grande réforme fiscale? Et donc, si vous voulez, l'idée, si vous voulez, c'est beaucoup de s'inspirer de ce qui avait été fait dans les pays scandinaves dans les années 90, c'est-à-dire on réforme la fiscalité et l'État en même temps. C'est-à-dire qu'on veut une fiscalité qui soit à la fois redistributive et qui finance les services publics, puisque nous, on n'est pas du tout pour renier sur la santé, l'éducation, tout au contraire. On pense qu'il faut la donner à tout le monde, mais en même temps, il faut une fiscalité qui ne décourage pas l'innovation. Sur le fond, cette réforme fiscale telle qu'on peut l'imaginer dans l'esprit d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est quoi ce grand soir fiscal? Si vous voulez, c'est l'idée de dire, voilà, on va, par exemple, l'ISF, par exemple, eh bien, on va le mettre, on ne va pas pénaliser, on sépare, disons, les rentiers des innovateurs. Voilà, on ne les considère pas de la même façon. Donc, ce qui est mobilier, investissement, innovation, n'est pas traité de la même manière que ce qui est rente foncière, par exemple. Ça c'est en partie la philosophie. L'autre chose, c'est de dire, l'impôt sur les sociétés, on aligne 25% sur les autres pays européens et on fait une taxation forfaitaire sur les revenus du capital à 30%, comme c'est fait, c'est entre 25 et 30 dans les pays d'Europe du Nord. En gros, on converge vers le modèle des pays d'Europe du Nord. Marc-Olivier Pady, 60 milliards d'euros d'économie, 25 milliards sur la sphère sociale, 15 milliards côté de l'assurance maladie, 10 milliards sur l'assurance chômage. C'est un plan d'austérité qui ne dit pas son nom finalement. 60 milliards, ça me semble une baisse malgré tout modérée de la dépense publique. En tout cas, c'est par rapport à ce que je disais, pas du tout une thérapie de choc. Sur 10 milliards à gagner sur l'assurance chômage, c'est indiqué que ce sont des gains de structure parce qu'on sortirait de la gestion paritaire. Donc là aussi, c'est une évolution quand même importante par rapport aux institutions sociales françaises. Donc c'est une étatisation du chômage. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment des gains de autant 10 milliards à gagner là-dessus? C'est-à-dire que l'idée sur le travail, c'est à nouveau, c'est inspiré, c'est pas de ce qui s'est fait dans les pays nordiques, c'est-à-dire de dire, voilà, eh bien, on introduit une vraie sécurisation des parcours. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils peuvent être en partie auto-entrepreneurs, ils peuvent être salariés, ils peuvent être en formation, et on veut que, si vous voulez, eh bien, à toute étape de la vie, les gens aient une sécurité de revenus à condition qu'ils se forment ou cherchent activement un emploi. Donc, c'est un système qui donne la sécurité, mais qui en même temps responsabilise les individus. Convaincu, et quel que soit le statut dans lequel on se trouve. Et qui permettent c'est un début de discussion. Oui. On va marquer une pause, si vous le voulez bien. On va parler dans un instant d'un tout autre domaine qui est aussi en pleine mutation. C'est le domaine de l'industrie automobile, avec notamment peut-être cette perspective de rachat d'Opel par PSA. Le débrief éco avec Brother, spécialiste de l'impression, accompagne votre business depuis 100 ans. Plus d'infos sur brother.fr. France Info. 17h, 20h. Catherine Potier. 19h20, les toutes dernières infos de la soirée avec vous, Diane Ferchit. Benoît Hamon et Yannick Jadot ont finalisé leur accord au siège du PS. Ce soir, les électeurs écologistes ont approuvé à près de 80% l'alliance avec le candidat socialiste pour la présidentielle. L'accord prévoit bien sûr le retrait d'Yannick Jadot, mais aussi un volet électoral. Il doit sécuriser de nombreux députés Europe Écologie Les Verts sortants et leur permettre de constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Daniel Cohn-Bendit appelle lui à voter pour Emmanuel Macron. L'ex-député européen a été l'invité de France Info et de France Inter ce dimanche. Il estime que c'est la seule solution pour battre Marine Le Pen au second tour. Selon lui, Marine Le Pen, c'est Trump et Trump, c'est la destruction, a-t-il ajouté. Et des perturbations à Nantes aujourd'hui en marge du meeting de la présidente du FN. Des dizaines d'opposants ont bloqué la nationale entre Nantes et Rennes. Ils ont également vandalisé des cars de militants et d'élus du Front National. Ils répondaient à un appel à organiser une opération escargot pour nasser le Zénith où s'exprimait Marine Le Pen. En Allemagne, l'automobiliste qui a tué une personne et en a blessé deux autres hier à Heidelberg refuse de s'expliquer. Il a foncé sur des passants au volant de sa voiture avant d'être arrêté. Les autorités ont écarté le motif terroriste. Elles ont également démenti que ce soit un réfugié ou un homme d'origine étrangère, comme on avait pu le lire sur les réseaux sociaux. La victoire de Jo-Wilfried Tsonga dans le tournoi de Marseille. Le Manceau a battu son compatriote Lucas Pouille en finale en 2-7, 6-4, 6-4. C'est le deuxième titre d'affilée gagné par Tsonga. Il a remporté la semaine dernière le tournoi de Rotterdam. France Info.
La suite du débrief éco du dimanche soir avec Philippe Aghion, Marc-Olivier Padis et Emmanuel Cuny. Parlons maintenant de ce qui pourrait être le rapprochement industriel le plus important de l'année dans le monde automobile, le rachat d'Opel par PSA. C'est un projet encore, bien sûr. Oui. La reprise de la filiale européenne de l'américain General Motors, c'est plutôt en bonne voie? Alors, le lion de Peugeot va-t-il croquer l'éclair d'Opel? Effectivement, c'est la question. Le groupe automobile français réfléchit à la possibilité d'acquérir les activités européennes de GM, dans le rouge depuis des années, du côté d'Opel. De Paris à Berlin, de Bercy à la chancellerie allemande, en passant par Londres, toutes les parties prenantes ont donné leur feu vert, mais l'opération a-t-elle du sens? Est-ce le signe de la renaissance même de l'automobile européenne et peut-elle se faire sans casse sociale? Ça, c'est une autre grosse question également. Alors, on va lancer le débat justement en écoutant Carlos Tavares, le patron du groupe PSA. Il était l'invité de Jean Lémarie avant-hier sur France Info. Nous ne voulons pas faire un accord pour le simple fait de faire un accord. Il faut que cet accord soit fait dans des conditions qui permettent au groupe PSA ensuite de venir transformer Opel dans des conditions qui lui permettent d'être pérenne. Donc gardons des esprits sereins et aussi calmes que possible. La négociation, elle est en cours, elle progresse, mais ce n'est pas fait. Marc-Olivier Padis, c'est une opération risquée ou pas pour PSA? Est-ce que c'est le bon moment? Oui, on peut se demander si c'est vraiment opportun, parce qu'on se souvient qu'en 2013, PSA était au bord de la faillite. Et donc, on est quand même surpris de voir que si rapidement, ils aient retrouvé de l'appétit et des ambitions. Et, avec de bons résultats en 2016. Alors, avec de bons résultats en 2016, ce qui fait qu'ils ont gagné, ils ont de la trésorerie en réserve, et donc qui doit leur permettre apparemment ça. Mais l'entreprise est peut-être... c'est impressionnant de penser qu'elle ait pu digérer sa situation ou rétablir sa situation aussi rapidement. Il faut rappeler quand même que l'État français est rentré au capital de PSA. Il a bien fait. Et de fait, il a bien fait, parce qu'on critique souvent l'État actionnaire, mais là, c'est sans doute c'est une bonne opération. D'abord parce que PSA est en forme et que PSA peut montrer des ambitions. Et l'État, s'il veut revendre sa participation aujourd'hui, serait bénéficiaire. Donc, il faut voir les conditions, mais c'est plutôt... effectivement, une bonne nouvelle. Sur ce point, Philippe Aghion, pour vous aussi, c'est je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. En fait, Opel donc appartenait à General Motors. Enfin, General Motors s'est restructuré. Il y a eu le plan Obama qui a restructuré General Motors, mais General Motors, dans ce plan-là global, Opel, c'était pas clair ce qui allait se passer avec Opel. Donc, Opel était à prendre d'une certaine manière. Et je trouve que c'est très bien que PSA l'ait repris, parce que PSA est très implanté France, Angleterre, dans d'autres pays, mais pas tellement en Allemagne. Et à travers Opel, ça permet à PSA... Il y a des inquiétudes d'ailleurs. Il y a des inquiétudes justement en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc ça permet à PSA de s'implanter en Allemagne et donc vraiment en Europe d'être incontournable. Et, vous savez, il y a les très grands groupes, ceux qui font plus de 10 millions de voitures, enfin ce qu'on appelle ceux qui arrivent à Toyota, Volkswagen, Renault, Nissan, et PSA était loin, quoi. À 10, eux étaient à 2, quoi. Donc il se qualifie comme en tout cas un groupe de taille moyenne très respectable avec Opel. Donc c'est jouable, parce que rien n'est fait, d'ailleurs. Carlos Tavares, on vient de l'entendre, il a dit tout reste à faire, même si les feux sont verts un peu partout. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon également? On parlait de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, en ce moment, c'est le Brexit. Avec donc la partie Opel en Grande-Bretagne, c'est Vauxhall, les voitures avec le volant à droite, justement. Est-ce que cette question du Brexit ne pose pas un problème dans le cadre de cette opération PSA Opel? Marc-Olivier Padis. Oui, ça incite tout de même à réfléchir, parce que d'une part, Opel est en mauvaise situation au sein de GM, General Motors, parce que la chute s'est effondrée à cause du Brexit, d'une part. Et d'autre part, quand on regarde finalement les usines de Vauxhall en Grande-Bretagne, les voitures qui sortent de ces usines sont exportées à 80%. Et les composants arrivent des 3/4 de l'étranger. Donc ce sont des usines qui sont prises dans un marché mondial, un marché qui est le puzzle mondial qu'on connaît. Donc elle a tout à perdre du Brexit, finalement. Et donc là, on se demande comment les Britanniques vont gérer concrètement sur ce dossier-là le Brexit. Ça semble quand même une affaire très, très mal engagée, et qui montre que même s'il y a les perspectives générales, le retour du protectionnisme, le Brexit, mais aussi Trump qui est très protectionniste, on voit que les grands groupes internationaux, et pour ce secteur emblématique de l'automobile, emblématique de la mondialisation, les stratégies des entreprises, elles restent globales. Elles réfléchissent à l'échelle globale. Et donc, comment est-ce que les choses vont s'articuler
articuler entre ces tensions politiques qui vont vers le protectionnisme et puis des entreprises qui ont besoin de la circulation internationale, on ne sait pas très bien. Alors c'est problématique pour Vauxhall, pour Opel et pour PSA aussi finalement du coup, parce que PSA, Peugeot se retrouve dans ce maelstrom. Oui, Philippe Aghion. Tout à fait. Donc je pense que de se mettre avec Opel et d'essayer de pénétrer le marché allemand mieux est une façon aussi pour PSA de rester, voilà, de moins se reposer sur le marché britannique était une partie importante et il peut y avoir des turbulences de ce côté-là et c'est une façon un peu de rééquilibrer. Et plus globalement sur le marché automobile français, c'est vrai que François Hollande était à Rouen cette semaine chez Renault, pas chez PSA mais chez Renault, chez le concurrent. Il a avoué l'excellence de l'industrie automobile française et en ce sens, est-ce que la diversification géographique a été une bonne chose ? Marc-Olivier Padis. L'alliance avec Nissan, par exemple, pour Renault, a été une très très bonne chose parce que la contribution de Nissan au résultat de Renault est considérable. En fait, Nissan dégage beaucoup plus de marge que Renault. Et donc, ça donne du dynamisme à l'ensemble de la marque et à l'ensemble de l'entreprise, avec d'ailleurs des accords qui permettent d'utiliser beaucoup mieux les sites de production de Renault en France. Donc, effectivement, dans un marché automobile qui est plutôt florissant cette année, c'est important que les groupes français, ça repart, et donc c'est important que les groupes français puissent bien se positionner dans ce marché qui repart. Alors il y a évidemment, on en parlait, les aspects sociaux, on imagine que on va tout faire pour éviter la casse sociale, mais enfin Tavares prévoit quand même 2 milliards d'euros d'économies en mutualisant certains services. Donc ça c'est automatiquement le jeu des constructions industrielles. Philippe Aghion. Oui, tout à fait, d'où l'importance de réformer le marché du travail, pour permettre, parce qu'il y a un débat plus général. On revient, mais au débat précédent, mais c'est-à-dire qu'il y a tout le débat de comment repenser la politique industrielle de manière générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on refait du Alstom ou pas, quoi. Et moi, je pense que ce n'était pas la bonne manière de faire. Il faut avoir une approche globale de la réforme du marché du travail et ensuite penser la politique industrielle et avoir une politique industrielle compatible avec la concurrence, quoi. Il faut, et pas faite au coup par coup comme elle était faite avec Alstom. Vous êtes en train de nous dire qu'Emmanuel Macron prépare aussi quelque chose de ce côté-là? Ah non, moi, tout ce que je dis n'est pas... non, je parle en mon propre nom. Il a certainement des idées sur comment moderniser la politique industrielle. Mais je cherchais un scoop, mais je ne l'ai pas eu. Oui. Ce sera le mot de la fin, en tout cas. Merci à vous trois. Marc-Olivier Padis de Terra Nova, Philippe Aghion du Cercle des économistes et Emmanuel Cuny, bien sûr. Bonne semaine, bonne soirée et à dimanche prochain.